Eh bien ça y est, on y est. OpenAI vient de lancer deux nouveaux modèles révolutionnaires, donc O3 complet et O4 mini. Vous allez voir, ces deux modèles d'intelligence artificielle sont incroyables et sont à la pointe de la technologie. Mais la meilleure chose, et ce qui semble être selon moi une nouvelle loi d'échelle, eh bien c'est qu'ils ont accès à une utilisation d'outils complets. Et nous n'avons pas seulement reçu O3 et O4 mini, non, nous avons également eu droit à la surprise, donc cette fameuse autre chose de OpenAI qui a dévoilé un tout nouveau projet qui semble déjà extraordinaire. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais aujourd'hui donc on va analyser cette sortie là majeure, on va voir quelques benchmarks et surtout on va le tester en direct. En fin de vidéo je vais faire des tests, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne si la vidéo vous plaît au cours de son visionnage. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc je vous envoie des emails en semaine, du lundi au vendredi, avec les meilleurs résumés tech et les choses qu'il ne faut pas louper si vous n'avez pas trop le temps ou que vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible. Alors je vous le disais en introduction, hier soir c'était la folie complète sur X, donc Twitter, là où on suit les infos minute par minute. Les différents acteurs majeurs du monde de l'IA faisaient monter la tension sur la sortie de ces versions-là, donc O3 et O4 mini, qui s'est effectivement concrétisée par la vidéo que je vous ai traduite hier soir, avec l'annonce officielle par Greg Brockman, donc président de OpenAI, de ces deux modèles-là résonnants. Alors on a peut-être franchi un seuil niveau intelligence. A priori, d'après les premiers tests qui nous sont revenus, ces modèles-là dépassent déjà Gemini 2.5 Pro, donc ça c'est vraiment un truc énorme que j'attendais. Vous le savez, mais ce modèle-là de Google, Gemini 2.5 Pro, était au sommet depuis quelques semaines. Et bien voilà une page qui se tourne comme je le dis ici. Il y a même une nouvelle théorie qui a émergé en disant que O3 en fait était une AGI. Et je décortique effectivement cela ici en disant que O3 effectivement possède des connaissances et une intelligence qui surpasse probablement celle de 99% des humains et des experts. Mais c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. On va essayer de répondre à cette question. À votre avis, est-ce que O3 est enfin une AGI ou pas? Donc on va regarder ça aujourd'hui. Et donc voici le blog post officiel d'OpenAI. Nous introduisons O3 et O4 mini. Notre modèle le plus intelligent et capable à ce jour, ayant accès à tous les outils. Et ça c'est très important, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Donc effectivement, c'est la première fois que nous voyons un modèle O4, mais c'est aussi la version complète de O3 que nous voyons pour la première fois, et les performances sont assez incroyables d'après les benchmarks. Alors je vais appliquer la traduction automatique, il nous dit ce sont les modèles les plus intelligents que nous ayons publiés à ce jour, représentant un changement radical dans les capacités de ChatGPT pour tout le monde, donc des utilisateurs curieux aux chercheurs les plus avancés. Ça aussi ce n'est pas anodin, il parle de la recherche ici. Ce modèle-là, a priori, aurait de très très bons résultats en recherche et permettrait à de nombreux chercheurs de faire des avancées qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. On verra ça plus tard, mais il y a 1 à 2 vidéos en arrière, je vous disais que OpenAI prévoyait de sortir un modèle à 20 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu, un abonnement à 20 000 $ par mois pour accéder à ce qu'ils font de mieux, notamment dans le domaine de la recherche. Est-ce que c'est ce modèle-là? Alors je ne pense pas, je pense qu'il faisait référence à O4. Mais ça c'est à confirmer, je scruterai tout cela pour vous. Donc on voit cela, mais un des éléments qu'ils ont souligné tout au long du live stream, eh bien, dont je vais vous montrer quelques extraits également, c'est qu'ils possèdent une capacité d'utilisation d'outils agentiques, donc l'outil, et ça c'est essentiel, c'est la clé. Vous le savez, l'intelligence brute de ces modèles s'améliore, certes, oui, mais le fait qu'ils puissent utiliser des outils efficacement, c'est l'ingrédient essentiel ici pour les rendre vraiment intelligents et se comparer à des humains par exemple. Si vous vous souvenez des précédentes versions de la famille O, donc Omni de chez ChatGPT, si vous êtes un de mes élèves, vous savez ce que le O veut dire, eh bien tous ces modèles n'avaient pas d'utilisation d'outils dès le départ comme c'est le cas ici. Et donc d'après les benchmarks, non seulement ils ont accès à l'utilisation de ces outils-là dès le lancement, mais ils sont très doués pour ça. Donc l'annonce officielle à laquelle je fais référence, c'est celle-ci, qui a été présentée hier soir, que je vous ai traduite. C'est de là également que je vous donne toutes ces infos. C'est un très bon complément au blog post et ici vous voyez le président d'OpenAI, donc Greg Brockman, personne très importante dans le monde de l'IA et chez OpenAI, à faire cette annonce. Et justement ici en fait il nous dit que ce sont O3 et O4, ce sont les premiers modèles qu'ils ont publiés et qui sont capables de générer alors des idées véritablement nouvelles. Et comme vous le savez déjà si vous suivez la chaîne, je le cite souvent, mais générer des idées nouvelles, c'est vraiment le prérequis pour atteindre l'explosion de l'intelligence, concept qui nous viennent donc de Leopold Aschenbrenner, le génie de l'IA, dont le papier est devenu la référence en IA. C'est le moment où l'IA va commencer à faire de la recherche par elle-même, s'auto-améliorer, et c'est à partir de là où nous aurons ce qu'on appelle l'explosion de l'intelligence. Ça va arriver d'un coup, c'est une exponentielle, et c'est à partir de ce moment-là où nous verrons émerger l'AGI, puisque tout va s'accélérer.
Alors oui, si vous pensez que tout va vite avec des annonces tous les jours, imaginez ce qu'il se passera le jour où on aura une AGI. Alors également, ils nous disent que ces modèles sont multimodaux, donc ça veut dire qu'ils peuvent recevoir du texte, des images, des audios, et tout ce qui passe en fait. Et ça c'est très intéressant car ils peuvent également produire en sortie une multimodalité, donc ils peuvent vous donner de l'audio, des vidéos, des PDF, ils peuvent tout vous donner. Fait intéressant aussi et totalement conforme à la nomenclature complètement brouillon d'OpenAI, eh bien O3 est en réalité le meilleur modèle ici et non pas O4 mini. Bien sûr, je suppose que le modèle O4 complet est meilleur que O3, mais pour l'instant, nous avons donc O3 et O4 mini. Sachez que O3, la version complète, est meilleure que O4 mini. Voilà, puisque ce n'était pas encore assez brouillon avec 4.1 qui est meilleur que 4.5, maintenant on se retrouve comme ça. Bon, assez parlé, avant de voir les benchmarks que vous voyez ici, laissez-moi vous montrer une démo du livestream d'hier soir que je vais vous passer où on voit à l'œuvre en fait ces modèles-là. C'est assez impressionnant, gardez à l'esprit, ce que vous allez voir c'est une utilisation itérative des outils. En fait, il ne s'agit pas simplement d'utiliser un outil puis de reproduire un résultat. Le modèle, il va essayer toute une série d'outils différents pour accomplir la tâche. Et si vous regardez, cela rappelle fortement Manus ou Genspark. Donc les fameux agents IA que vous connaissez sans doute. Je suis Greg Brockman. Je suis Mark Chen. Je dirige la recherche chez OpenAI. Je vais commencer par un exemple scientifique, un poster de physique. Je vais laisser O3 commencer à réfléchir maintenant pour qu'il puisse prendre son temps. Ce que je vais lui soumettre, c'est un poster d'un stage de physique que j'ai fait en 2015, donc il y a 10 ans. Ce poster, ou le projet, devait estimer une quantité appelée la charge scalaire isovecteur du proton, qui se situe au-delà du modèle standard de la physique des particules, une quantité qui indique l'intensité des interactions à courte portée. Et je n'avais même pas réalisé que le résultat n'était pas là quand j'ai posé la question. C'est lui qui me l'a dit. Ce qui était bien, donc plusieurs jours juste pour me remettre dans le contexte de mon projet, puis quelques jours de plus probablement pour vraiment chercher dans la littérature. Je veux dire, il a dû lire au moins 10 articles différents en quelques secondes pour moi, c'est donc un gain de temps énorme. Super, il a résumé mon résultat ici. Et ces chiffres me semblent corrects. Il a compris qu'il y a cette valeur non normalisée, qu'il a estimée par extrapolation, et que lorsque vous la multipliez par cette constante spécifique, cela la renormalise. Et il dit, d'accord, vous auriez obtenu ce résultat, qui est assez proche. Je pense que dans mon article, j'avais obtenu environ 1,2. Et ensuite, il compare avec la littérature actuelle. Il y a plusieurs estimations différentes, et ça semble assez proche, je dirais. Voyons ce qu'il dit. Il dit que ma valeur brute semble élevée parce qu'elle doit être renormalisée. C'est correct. Après l'avoir multiplié par ce facteur, vous obtenez quelque chose qui est plus cohérent avec les résultats de pointe. C'est super. Mais il dit que ma précision n'est pas aussi bonne que celle de l'état de l'art, ce qui est acceptable. C'était un stage. On va le tolérer. Je l'accepte, je l'accepte. Il semble que ce soit toujours une estimation raisonnable qui comporte peut-être un peu plus d'incertitude que les résultats récents. Alors n'est-ce pas génial? Ce sont des tâches complexes qui ont été confiées à O3 ici. Et dans le live stream, vous l'avez vu, Greg Brockman, donc président d'OpenAI, dit que ce ne sont encore que des prédictions du prochain token. Donc vous l'avez compris, il croit vraiment que nous n'avons pas du tout encore atteint la limite de ce genre de modèle-là. Et il souligne d'ailleurs spécifiquement qu'ils font deux types de scaling à ce jour. Donc ils font toujours le pré-entraînement du modèle, ils l'entraînent comme avant, avec des gros centres de données, ils le lancent sur un entraînement très très long de plusieurs mois. Puis ensuite ils font le post-entraînement, donc avec l'apprentissage par renforcement, avec récompense vérifiable, technique que vous connaissez si vous suivez la chaîne, puisque j'en ai dédié une vidéo où je vous explique la technique apparue avec DeepSeek qui permet de faire les modèles pensants, raisonnants, comme O3, et qui a tout changé. Mais ici, vous l'avez vu, à mon avis, la capacité d'utiliser ces outils-là constitue vraiment une autre loi d'échelle en soi. Donc on vient de passer un palier pour être honnête. Et pour voir ça, laissez-moi vous montrer quelques benchmarks car c'est assez important. Nous avons ici les benchmarks. Gardez à l'esprit que ce sont les benchmarks les plus compliqués, les plus difficiles au monde. Et on va commencer par le premier. Donc l'EME 2024, c'est une compétition de mathématiques, des questions de très très haut niveau de maths. Donc on peut voir que O1 était à 74% de précision, O3 mini 87%, O3 donc complet, et entre parenthèses vous voyez pas d'outils, alors ça c'est important, hein. On peut voir qu'il est à 91,6% et O4 mini est à 93,4%. Alors sans parler que normalement O4 mini est une version moins chère et plus rapide que O3 sans les outils.
Donc on commence à avoir assez d'options à ce stade et ça peut être assez déroutant. Mais en ce moment, circule sur Twitter et sur les réseaux une théorie sur la façon dont ces modèles en fait voient le jour aujourd'hui et je la partagerai dans un instant à la fin de la vidéo. Nous avons aussi un nouveau benchmark, donc l'EME 2025 toujours sur les mathématiques où on voit la même chose, la trend est similaire, donc O3 avec 88%. Comparé aux 79,2% de O1, donc on est sur plus de 10%, et O4 mini qui surpasse également tout le reste. Gardez bien à l'esprit qu'ici, il précise la mention pas d'outils, sans outils, car en fait, quand vous leur donnez des outils, eh bien, ils performent encore mieux, c'est complètement dingue. Donc c'est très important cette mention. Voici le benchmark Codeforce, donc là c'est un benchmark pour la programmation, pour savoir s'il code bien, c'est le fameux benchmark par Elo. Eh bien regardez le bond monstrueux qu'il s'est produit avec O3, donc 2706 Elo comparé à 2000 de O3 mini, et le O4 est donc au même niveau que O3 tout simplement, du moins c'est le O4 mini. Alors il faut que vous sachiez que ce benchmark-là, les humains le passent aussi, il y a un vrai classement sur ce benchmark-là, en fait c'est ce qui permet de classer les codeurs, les développeurs au monde, donc il y a un classement en fait de 1 à 10 000 personnes par exemple. Eh bien sachez que ça place ces deux modèles-là dans le top 200 du classement des codeurs dans cette compétition dans le monde entier, top 200. Complètement dingue, il manque peu pour que l'IA devienne la meilleure codeur au monde, et à ce moment-là, on pourra vraiment certifier que l'IA est meilleure que les humains en tout point. Alors rapidement, le GPQA Diamant, c'est des questions scientifiques de niveau PhD, donc de niveau doctorat, et on voit une belle augmentation de O3, donc à 83%, comparé à 77 de O3 mini et 78 de O1. Là, vous voyez, on ne peut pas dire que c'est une augmentation folle, mais c'est quand même une augmentation notable, c'est important à noter également. Puis le fameux benchmark qui s'appelle le dernier examen de l'humanité, qui est un benchmark très compliqué. Donc aujourd'hui, les meilleurs IA font, vous voyez, entre 20 et 24%. Donc c'est O3 et O4 mini. Donc O3, donc 20%, et O3 avec des outils cette fois-ci. Et vous voyez, il passe à 25%. C'est vraiment le benchmark le plus compliqué que l'on puisse faire passer aux IA aujourd'hui. Vous voyez également que recherche approfondie, donc ça c'est le Deep Search, c'est la fonctionnalité Deep Research dans OpenAI qui permet de passer des dizaines de minutes à réfléchir sur un sujet. Et bien même ça fait 26%, vous le voyez. En fait, la vraie différence entre le Deep Search, la recherche approfondie ici, et les autres modèles d'IA, c'est que le Deep Search, en fait, il a une capacité agentique supplémentaire puisqu'il a accès à une plus grande utilisation d'outils, une plus grande variété d'outils. Et donc en voyant ça, je tiens vraiment à souligner à quel point je suis enthousiaste concernant en fait, l'utilisation d'outils dans le cadre agentique. C'est quelque chose dont je parle depuis longtemps, c'est ce qui va tout changer et c'est pour ça que c'est intéressant à regarder. Ok, laissez-moi vous partager maintenant la théorie que j'ai vue circuler donc, sur Twitter quant à l'origine de ces deux modèles-là, ou en tout cas les modèles d'OpenAI aujourd'hui. Vous le savez, une chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la façon dont les modèles pensants voient le jour, donc avec l'entraînement par renforcement, avec récompense vérifiable. Et bien en fait, ils vont prendre un très bon modèle de base et ils vont appliquer l'apprentissage par renforcement, que je viens de dire, pour obtenir le comportement de réflexion. Ça, vous l'avez compris, j'arrête pas de le répéter. Alors maintenant, la question qui émerge, c'est quel est le modèle de base pour tous ces modèles-là? Quel modèle ils ont distillé? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Si vous vous souvenez bien, Sam Altman a dit il y a quelques semaines donc sur Twitter qu'ils ont en fait découvert qu'ils pouvaient rendre ChatGPT 5 meilleur qu'ils ne le pensaient à l'origine. Donc ChatGPT 5 qui n'est même pas encore sorti, c'est le fameux modèle que tout le monde attend, que nous n'aurons certainement qu'à la fin de l'année où on ne sait même pas en fait, car ça serait le modèle AGI, le fameux modèle AGI. Donc il avait dit qu'ils étaient en train de continuer à entraîner ChatGPT 5 en ce moment même, donc ça continue, c'est vraiment le modèle le plus massif qu'ils aient. On n'a même pas trop d'infos à son sujet. Et bien la théorie, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une pause sur l'entraînement de ce modèle de ChatGPT 5, puisqu'il est en train d'être entraîné en permanence, sauf que des fois il faut faire une pause, et bien à chaque fois qu'ils font une pause, ils prennent les poils, ils prennent le modèle tel qu'il est au moment de la pause, en fait, les points de contrôle, et ils vont exécuter des benchmarks dessus. Et à chaque fois, les benchmarks sont de mieux en mieux, donc eux-mêmes, en fait, ils nous avaient dit qu'ils étaient surpris de voir la progression non-stop de ce modèle-là, le ChatGPT 5. Et que c'est pour ça qu'il continue à l'entraîner non-stop et que les lois d'échelle étaient sans entrave ici. Donc ce que l'on pense qu'il se passe, beaucoup de gens pensent la même chose, c'est qu'en fait ils ont ce ChatGPT 5 là, ce modèle ultra massif, une proto-méga intelligence, qu'ils continuent à entraîner non-stop, à la laisser maturer jusqu'à qu'elle atteigne une limite, mais pour l'instant elle n'a pas du tout atteint de limite, et qu'à chaque fois qu'ils font une pause, donc ils en extraient un petit modèle, ils utilisent différents points de contrôle au fur et à mesure, vous voyez que le modèle progresse, et c'est comme ça en fait qu'ils ont créé les modèles intermédiaires, donc O3 que vous voyez ici, O4 mini, ChatGPT 4.1, etc. Et que c'est comme ça qu'ils ont créé les modèles. C'est une théorie qui circule pas mal sur Twitter. Donc...
Et Sam Altman ne réfute pas cela, donc c'est assez intéressant à voir. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, vous pouvez venir faire un tour sur Twitter. C'est là où je vais vous partager les actus minute par minute pour que vraiment on voit ce qu'il se passe en temps réel. Hier soir, c'était assez fou d'ailleurs. Bien, ensuite, ils ont mis l'accent sur le coût de ces modèles-là, puisque c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Et bien avec l'annonce de ChatGPT 4.1, lui était beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide que ChatGPT 4 donc. Et maintenant nous voyons qu'avec O3 et O4 mini, eh bien c'est pareil, c'est la même trend. Ils sont également moins chers, plus efficaces et plus rapides. Ça c'est un point très positif pour OpenAI. Alors, assez parlé de benchmark, regardez, si vous allez sur ChatGPT, vous êtes censé avoir accès à O3 et O4 mini si vous êtes sur le plan plus à ce jour. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un test très rapide. Le but, c'est pas de tester en profondeur. Ça, je le garde pour la prochaine vidéo sur le vibe coding. J'aimerais trop essayer cette IA avec du vibe coding et vraiment faire des applications de plus en plus compliquées. Si vous suivez les vidéos sur le vibe coding, je pense que vous voyez une progression assez importante à chaque nouvelle IA sur la complexité des logiciels que nous arrivons à faire. Alors, où serons-nous dans un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre cela. Donc vous avez ici O3, donc là il n'y a plus marqué mini, là c'est vraiment le O3 complet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire ce Tetris là que j'avais tiré de la vidéo Vibe Coding, voir sur un premier jet qu'est-ce qu'il nous fait exactement. Ok, alors je lui colle le même prompt que j'avais collé dans la vidéo pour le jeu du Tetris. Et sans plus attendre, je clique sur envoyer. Donc là, ça va être le résultat de O3. Pendant qu'il réfléchit, juste une petite remarque. Si vous êtes un de mes élèves, vous savez que j'ai récemment poussé une mise à jour majeure qui est toujours en cours de déploiement. Là, vous voyez que les sorties n'arrêtent pas, donc oui, je prévois encore des nouvelles mises à jour. Je vais vous faire des cours spécifiques sur O3, sur O4 mini, comment le combiner avec le vibe coding, comment l'utiliser dans VoiceFlow donc pour les agents IA. Des choses arrivent, donc n'hésitez pas à checker régulièrement le serveur dans les annonces générales pour voir ce qui arrive. Car effectivement, je l'ai déjà dit, vous le savez, la formation, vous l'avez acquise, et bien maintenant je la mets toujours à jour. Car je veux vraiment vous donner la meilleure formation possible pour apprendre l'IA. Donc si ça évolue, il faut que la formation évolue avec. Mais ça, vous le savez, je pense, puisque c'est ce qu'on fait depuis 2-3 mois déjà. Alors voilà, là, le O3, il a commencé à écrire le code et il a écrit ça avec une bibliothèque qui n'est pas commune en fait. Il ne fait pas du Python et ça, c'est assez étonnant. Donc on va voir le résultat. Et quand je dis pas commune, c'est pas commune pour les IA, tant qu'on leur demande pas, bien sûr. Si vous êtes développeur, ne sautez pas à la gorge. Oui, ça on l'utilise tous les jours. Ce langage-là, on l'utilise beaucoup, mais encore une fois, pour une IA, c'est pas très commun. Ok, il a fini le code et voici le résultat. Bon, là, vous voyez que ça marche très bien. Ah, il a codé par exemple la fonctionnalité d'appuyer sur la barre espace et que le bloc descende. Ça, si vous vous souvenez de la vidéo Vibe Coding, j'avais dû le rajouter. Enfin, j'avais dû refaire une étape en fait pour demander à l'IA de le rajouter. Là, il a fait de base, donc c'est pas mal. Il a rajouté des boutons que l'autre n'avait pas, donc je vais faire recommencer. Ça marche bien. Franchement, pour l'instant, je suis bluffé, mais là, vous avez vu que le bloc disparaît, donc il y a un bug suite à l'appui sur ce bouton-là. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez jouer l'IA. Donc là, l'IA va jouer toute seule. Et on a une IA qui joue toute seule. Pareil, il a rajouté du premier coup, ce qui n'était pas... mais l'IA, bon, marche pas très bien. Et si je fais entraîner IA... Ah oui, d'accord, c'est à moi d'entraîner l'IA. Ok, j'ai compris ce qu'il a fait. En fait, il a créé un logiciel où je joue, en fait... Et ça va entraîner une IA si je clique sur ce bouton. Et au bout d'un moment, si je clique sur laisser jouer l'IA, elle va jouer en fonction de mon entraînement. Donc ok, assez intéressant, très très intéressant d'ailleurs comme exemple. Donc c'est un check également pour O3 et qui m'a l'air très intéressant comme approche que je n'avais pas forcément prévu. Allez, on passe sur ChatGPT O4 Mini High. Donc là, on va tester le O4 tout simplement et voir qu'est-ce qu'il fait par rapport à O3 complet. Donc ça va être assez intéressant à comparer. Donc là, voilà, il commence et pareil, il n'utilise pas de Python. Il a déjà fini, donc il a fini beaucoup plus rapidement que O3, donc il a réfléchi moins longtemps, on dirait. Mais on va voir si ça vaut O3, donc je clique sur Aperçu. Et voici ce qu'il a fait. Donc pareil, une interface un peu plus simple cette fois-ci. Là, la barre espace ne fait pas tomber le bloc direct. Enfin, si j'appuie sur la flèche d'en bas, donc le bloc tombe plus vite. Donc il a quand même codé la fonctionnalité d'accélération, chose que n'avait pas faite donc Gemini ou Claude, je ne me souviens plus, sur la vidéo Vibe Coding. On va voir si la ligne disparaît bien. Et effectivement, ça marche bien. Donc si j'appuie sur activer l'IA, ça joue automatiquement.
mais pareil, elle fait n'importe quoi, donc ça marche pas. Donc ça marche pas terrible. Il faudrait itérer sur le code, voire passer sur du vibe coding pour faire marcher cela. Il n'a pas mis de bouton pour reset, etc. Donc pour l'instant, première impression, je dirais que O3 complet est meilleur. D'ailleurs, il m'a assez bluffé car je pense pas, en tout cas, j'ai pas vu d'autres IA qui s'en tiennent autant au code et qui donnent autant de fonctionnalités du premier G, bien sûr, car il y a toujours la possibilité de vibe coder derrière. C'est pour ça que j'ai vraiment très très hâte de le tester dans le vibe coding. Donc d'une part, je vous en ferai une vidéo dédiée, donc vibe coding dédiée à O3 et O4 mini, et également je vous ferai des cours dans la formation dédiée également à ces modèles-là pensants, car nous l'avons vu plus tôt, il surpasse maintenant Gemini 2.5, donc à mon avis, ça va être une vraie tuerie. Restez à l'alerte pour ça. Alors la vidéo commence à être assez longue, avant de finir, juste je vous le disais en introduction, juste avant de voir ça, je vous demande 30 secondes car j'aimerais vous parler de mon projet. Je vous apprends à maîtriser l'intelligence artificielle dans la vie réelle. Je pense que vous l'avez compris, mais que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, salarié, étudiant ou même retraité, eh bien je vais vous apprendre à utiliser l'IA pour tout faire, ce genre de choses, ou même brainstormer des idées, tout automatiser, écrire, analyser, bref, on peut tout imaginer avec l'IA. Dans cette formation, on ne parle pas de théorie, on parle vraiment de pouvoir, de vitesse, de levier. Cette formation, je l'ai vraiment conçue comme une boîte à outils ultra pratique. On y voit ce genre de démo en détail, je vous explique pas à pas comment tout marche. Mais pas que, je vous apprends vraiment l'IA dans sa globalité, donc nous voyons tout, les LLM, des outils pour générer des images, des vidéos, je vous apprends les premiers pas avec les agents IA, bref, tout y est. Nous sommes déjà plus d'un millier et les retours sont vraiment géniaux et c'est ce qui me pousse à continuer, donc merci pour le soutien, le lien est en description ou en commentaire sous la vidéo, venez faire un tour, vous n'y serez pas déçus. Mais OpenAI a également sorti une nouvelle fonctionnalité assez incroyable, Codex CLI, donc raisonnement frontalier dans le terminal. En gros, c'est essentiellement du codage agentique alimenté par OpenAI dans votre console, votre terminal localement sur votre ordinateur, évidemment propulsé par des modules basés sur le cloud bien sûr puisqu'on a fait appel à OpenAI. Mais c'est quand même un projet open source qu'OpenAI lance ici et c'est un concurrent direct à Claude Code. Donc je pense que vous connaissez si vous utilisez ce genre d'outils. C'est en fait presque identique à Claude Code. Et ce truc-là, en fait, il va lire des fichiers sur votre ordinateur localement, il va écrire vos fichiers sur votre ordinateur. C'est un peu la même chose que le web coding, mais de manière beaucoup plus bas niveau. Vous allez donc bénéficier de tous les avantages de raisonnement multimodal, bien sûr, l'utilisation de tous les outils, la réflexion, mais maintenant vous pouvez donc lui donner votre environnement de codage pour travailler et votre code de base. Donc c'est très cool à voir qu'il donne cela, mais attention, petite remarque, il y a un risque, bien sûr, un risque de plateforme, donc ça c'est un avertissement que je vous lance. Alors imaginons que vous êtes un développeur, disons que vous êtes un développeur, et si vous voulez décider quel modèle utiliser pour votre projet en fait, eh bien sachez que si vous choisissez OpenAI, vous courez quand même le risque qu'OpenAI construise ce que vous avez construit. Un petit vol de données, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le risque de plateforme. Donc laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, si vous construisez un outil de codage pour faire du web coding, imaginons, tout d'un coup, OpenAI pourrait s'aventurer dans votre direction en fait en reproduisant ce que vous êtes en train de faire avec le codex. Car oui, certes, c'est local, mais les requêtes API sont quand même sur le cloud, vous voyez. Je vous dis ça parce que c'est pas la première fois qu'une histoire comme ça sort de la Silicon Valley, et ce depuis de nombreuses années. Certaines personnes ont construit des entreprises via des plateformes, sauf que les plateformes, en fait, elles ont examiné ce que le client était en train de développer, et s'ils voyaient une marge suffisamment importante et un marché suffisamment grand, eh bien, ils le faisaient également eux-mêmes de leur côté, en copiant le concept. Donc voilà, il y a quand même un peu d'inconvénients par rapport à tout cela, mais pour les usages quotidiens, pour ce que nous en faisons, si vous n'êtes pas une entreprise cotée des milliers, voire des millions d'euros, tout ça, ça vous concerne pas vraiment. C'était quand même une petite remarque pour que vous restiez prudent dans ce domaine-là, car tout va très vite bien sûr. Et qu'il faut souvent faire attention aux fournisseurs de modèles d'IA dans ce genre de choses. Et c'est aussi pourquoi je suis un grand partisan de l'open source, vous vous en doutez. Alors, on a couvert une très grande partie de l'annonce OpenAI, en fait on a tout couvert pour être honnête avec vous. J'espère que la vidéo aura pu vraiment vous ouvrir les yeux sur cette sortie et avoir pu vous aider à naviguer sur les récentes sorties en IA. C'est mon but avec cette chaîne, c'est que vous puissiez rester vraiment au top sur l'information des sorties des modèles d'IA. C'est pour ça que je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la soutenir, laisser un petit like, la partager à vos proches, ça me soutiendra beaucoup. Et je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation IA en commentaire sous la vidéo ou en description sous la vidéo. Avec toutes ces sorties, vous le voyez, tout change en permanence, la formation je la mets à jour tout le temps. Donc venez, c'est un paiement unique, c'est pas mensuel, je ne vais pas vous demander de repayer tous les mois. Mon but, vous le connaissez je pense si vous le suivez la chaîne depuis un moment maintenant, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Donc oui, c'est un paiement unique et je ne vous demanderai rien de plus pour les prochaines mises à jour.
En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt, donc à demain pour la prochaine vidéo sur l'IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.